Vous pilotez votre merveilleux Boeing 737-800 de nouvelle génération et vous êtes à 50 pieds du sol à 145 nœuds. Et entre le moment où vous passez 50 pieds et le toucher des roues principales, eh bien vous avez seulement 4 secondes pour tout faire. Réduire les gaz, faire le flair, tenir l'attitude et gérer le vent de travers. Pas le temps d'hésiter, il faut savoir ce qu'on fait. Et c'est ton fameux moment de vérité. Ben oui, tu vas être satisfait de ce que tu as fait. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que ces fameux 4 secondes critiques décident si ton atterrissage va être doux pour les passagers ou si tu vas cogner, rebondir ou pire, frapper la queue. Alors mes amis, préparez-vous à faire le check, close, hold. Le 737-800, c'est l'un des narrow body les plus exigeants à poser proprement au monde. Et beaucoup de pilotes te le diront, si tu arrives à le greaser à chaque fois, t'es pas juste bon, t'es vraiment fort. What? Alors aujourd'hui, on va décomposer exactement comment faire un atterrissage contrôlé, doux pour les passagers, mais sans jamais risquer la queue et prendre toute la piste pour réussir cet exploit. Vous allez voir, c'est vraiment possible, mais attention, faut pas tricher, parce qu'il y a beaucoup de passagers qui vont dire « Ah, l'atterrissage était doux, c'était beau, mais si t'as pris toute la piste pour le réussir, c'était très mauvais. C'est pas ça qu'il faut faire, absolument pas. » Alors comment se poser au bon endroit d'une façon smooth? Le 737-800, un avion exigeant. Le Boeing 737-800 est reconnu comme l'un des narrow body les plus difficiles à poser proprement, comme on disait. Beaucoup de pilotes qui ont volé à la fois sur le Boeing 737 nouvelle génération et sur les Airbus disent la même chose. Le Boeing 737-800 est significativement plus difficile à atterrir que la 320 ou la 319. Le fuselage est long et bas et le train d'atterrissage est relativement court par rapport à la longueur du fuselage arrière. Le résultat, le Boeing 737-800 a seulement environ 20 pouces ou 51 cm de dégagement entre la queue et la piste en configuration normale d'atterrissage, contre souvent 35 à 47 pouces sur un Boeing 737 classique. On parle de 200, 300, 400, 500. Alors le terme officiel de Boeing, la phrase qu'il faut comprendre, c'est « fly it onto the runway ». Ça veut dire qu'on ne fait pas un gros arrondi pour l'atterrir, absolument pas. On fait un petit mouvement précis et on la pilote, cet avion, jusqu'au contact des roues. OK, c'est pas un, c'est vraiment un. La technique recommandée, check, close, hold. Vous l'avez sûrement déjà entendu cette phrase de check, close, hold. On va la décortiquer ensemble. 150. Alors tout d'abord, vous apportez l'avion jusqu'à 50 pieds, ça c'est très facile. Vous pouvez même utiliser l'autopilote, l'auto-throttle. Si vous voulez, il va compenser, il va faire vraiment un travail extraordinaire. Donc, à 50 pieds, la première chose à faire, c'est arrêter de fixer votre point d'atterrissage et regarder loin au bout de la piste. Entre 30 et 20 pieds, on est précis, mais vous avez deviné que c'est dans ce coin-là, on commence à réduire les gaz progressivement. Et par la suite, entre 15 et 20 pieds, ce sera un petit mouvement sur la colonne. C'est ça le fameux check. On augmente notre pitch de 2 à 3 degrés par rapport à notre attitude d'approche. Donc, c'est pas de s'assurer qu'on a 2-3 degrés, c'est de s'assurer qu'on a 2-3 degrés de plus que ce qu'on avait. Puis ça va varier selon la position des volets. Si vous atterrissez flaps 30, flaps 40 ou même flaps 15 lors d'une panne moteur, ça va changer ça. Et après le check, c'est le close. Close, ça veut juste dire que tu vas ramener tes thrust levers complètement à idle. Ensuite, il va rester simplement le hold. Il va falloir que tu tiennes cette attitude sans ajouter de braquage et tu vas laisser l'avion s'appuyer sur la piste. Alors, si ta technique, c'est de t'amuser au yo-yo avec tes thrust levers, non, ça c'est mauvais. Puis si c'est de garder un peu de puissance, je vais vous en parler, c'est quoi les phénomènes à ça. Ça aussi, c'est mauvais. Donc, assez simple, close. N'oubliez pas qu'un jet, il n'y a pas d'hélice après ça, donc on a toujours, même en close, on a toujours vers l'avant une traction. Oui, parce que les thrust levers doivent être absolument à idle au toucher. Parce que si tu gardes la puissance, l'avion, tout d'abord, elle va flotter et également les speed brakes ne sortiront pas automatiquement. Parce qu'ils ont besoin en gros des thrust levers à idle, plus les roues qui tournent à plus de 60 nœuds. Et si les speed brakes ne sortent pas, la portance va rester et le risque de bounce ou rebond va augmenter fortement. Et de plus, ne touchez jamais au trim électrique pendant le flair. C'est écrit justement dans le livre de Boeing. Ça peut être très dangereux pour le tail strike.
Et du côté du taux de descente, eh bien, il y a le variomètre, le vertical speed, mais est-ce qu'il est vraiment fiable? Eh bien oui, le variomètre a un petit délai, un lag, il ne réagit donc pas instantanément. Par contre, au moment du toucher, ce qu'il affiche est assez proche de la réalité. Selon les stats, oui, 60 à 200 pieds par minute, ça serait excellent parce que c'est un atterrissage doux, confortable pour les passagers. Le fameux greaser, mais encore là, ne le faites pas à mi-piste. Il faut que ça se fasse sur les carrés blancs. De 200 à 300 pieds par minute, c'est un atterrissage ferme, mais tout à fait acceptable et normal. C'est ça que la moyenne des pilotes font. Et au-dessus de 400 pieds par minute, là, on commence à être considéré comme dur. Et à 500 pieds par minute, c'est clairement un atterrissage dur, ça cogne. Et au-dessus de 600 pieds par minute, ça serait considéré comme un atterrissage très dur avec une inspection probablement requise. Ça va dépendre d'autres facteurs, mais ça serait un atterrissage dur. Donc, vous comprenez un peu le principe. Il faut quand même trouver une manière de toucher avec un taux de descente quand même assez diminué. Alors voici, mes amis, les deux grandes erreurs d'un atterrissage sur le Boeing 737 nouvelle génération. Alors la première, vous l'avez deviné, c'est que vous ne flairez pas assez ou trop tard. Vous touchez dur, exemple, plus de 500 pieds par minute et l'avion rebondit. Et c'est à ce moment que vous risquez le tail strike au deuxième contact. La deuxième erreur, eh bien, tu flaires trop ou tu tiens trop longtemps. Le nez monte au-dessus de 9 degrés et tu frappes la queue dès le premier toucher. Ça donne ça, c'est quand même pas beaucoup pour un avion de ce gabarit. Fait que la queue va toucher, pas sur la béquille en arrière, là, ça va toucher directement, probablement sur le fuselage. Donc, première erreur. Deuxième erreur. Mais lorsque vous avez Flaps 40, comme Air Inuit, on utilise ça à Kuujjuaq, ou Gull Airlines lorsqu'ils atterrissent sur leur piste de 4300 pieds, eh bien l'altitude sur l'approche est beaucoup plus basse, donc autour de plus 0,5 degrés à 1 degré. C'est pourquoi beaucoup de compagnies qui opèrent sur des pistes courtes, comme Gull ou Air Inuit, préfèrent les Flaps 40, parce qu'il y a moins de risque de monter trop haut et de taper la queue. Et à Flaps 15 sur un moteur, l'altitude est beaucoup plus haute sur l'approche, autour de 4 à 5 degrés ou plus, parce que tu voles plus vite. Et le flair, il va être différent, puis il va falloir faire très attention. Et surtout qu'on le fait pas souvent à 4-5 degrés sur un moteur à Flaps 15 lors d'une approche. Là, tu arrives pour atterrir 4-5 degrés, on disait qu'on rajoutait quoi? 2-3 degrés. Si t'es à 5, puis tu rajoutes 3, t'es rendu à 8. Imaginez si vous touchez à 9 degrés. Là, c'est là que le problème pourrait arriver, puis on n'en fait pas sur la ligne, à moins d'avoir une panne moteur. Fait attention à ce petit mouvement lors d'un atterrissage Flaps 15. Gull Airlines, qui vole beaucoup avec les flaps à 40 et le Short Field Performance Kit, a eu des tail strikes à l'atterrissage à Hao Pessoa le 29 novembre 2023 et à Recife le 21 mars 2024. Et sur 6000 pieds comme Kuujjuaq, la pression est plus forte, on se le cachera pas, donc la technique doit être impeccable, au moins comprise. Vent de travers. Oui, c'est pas une vidéo sur les vents de travers, mais si tu touches avec un léger crabe, même faible, eh bien l'avion va faire un mouvement latéral assez marqué au contact. Vous comprenez, il va y avoir un mouvement, puis la jambe de bord, elle, imaginez, est dans la queue en arrière, fait que le mouvement, ça sera peut-être pas l'idéal. Fait que la position de ton avion longitudinalement avec la piste, c'est important que l'avion soit droit aussi. C'est bien beau travailler du côté vertical, mais il faut travailler latéralement aussi, parce que sinon... Donc, on a parlé du 50 pieds, on a parlé du check, ça c'est environ 20-30 pieds, ce qu'on va faire c'est 2-3 degrés de plus sur le nez. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le close, on réduit progressivement, clac, on accote les thrust lever vers l'arrière et le hold, on va garder 2-3 degrés. On va surtout pas baisser le nez ou monter le nez, on va essayer de garder le plus possible 2-3 et on va piloter notre avion jusqu'à la piste. Ça, c'est beau. OK, on a touché, ça va bien, n'oubliez pas de toucher droite. Et par la suite, l'atterrissage n'est pas terminé tant que la roue de nez n'est pas posée. Donc oui, on a réussi à faire un toucher en volant l'avion jusqu'à la piste, c'est une chose, mais après ça, attention, il va falloir avoir une légère pression vers l'arrière, juste pour la descendre progressivement sur la piste. Ça va être parfait. Puis après ça, on peut embarquer les reverse. Et par la suite, les speed brakes vont embarquer. Ça va garder l'avion, ça va freiner l'avion également, ça va garder l'avion sur la piste.
parler d'atterrissage, je vais vous partager quelques petites informations quand même assez importantes parce que comment faire pour atterrir au bon endroit? Tout est une question d'énergie, de gros bon sens et de handling. Tout d'abord, l'auto-throttle. Oui, l'auto-throttle sur cet avion, eh bien, c'est génial. Vous pouvez le garder jusqu'à 50 pieds sol et l'autopilote également, donc vous pouvez garder le duo jusqu'à 50 pieds sol. Si vous décidez d'enlever l'autopilote et de garder justement votre auto-throttle, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, mais attention, il faut quand même continuer à bien scanner le flight director parce que si on passe un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, on commence à faire des variations. Imaginez l'auto-throttle qui, lui, va voir la vitesse, il va se mettre à compenser sans arrêt, puis là, ça peut faire justement des énormes variations. Donc, si vous faites ça, vous enlevez l'autopilote, mais vous gardez l'auto-throttle, il faut vraiment bien traquer, puis le flight director est très fiable sur un Boeing 737 nouvelle génération, il fonctionne très bien. Alors suivez-le, c'est important. Sinon, enlevez l'auto-throttle puis compensez. Et si je reviens en arrière avec le check qu'on va chercher notre nombre de degrés, close, on réduit le thrust lever jusqu'en arrière et hold, le hold est important parce que justement, en réduisant la puissance, le nez va tomber. Oui, le nez va descendre parce que les moteurs font monter le nez. Si on les réduit, ça va avoir tendance à descendre le nez. Également, il ne faut pas oublier que les corrections de vent de face et de gosse, c'est parce que on n'a pas les ailes qu'on peut dire soufflées comme un avion de turbopropulseur. Un jet, c'est clairement réactif. C'est pas comme un turboprop qu'avec un changement de puissance, ça va réagir pratiquement instantanément. Non, un jet, ça va prendre un certain temps. Et c'est la raison pourquoi sur un turboprop, dans l'AFM, il n'y a pas de correction pour les vents, tandis qu'un jet, oui, on a besoin d'une correction parce que le temps, justement, on réalise, on corrige, puis que ça corrige, ça va prendre un temps de réaction. On ne veut pas tomber en low energy, puis il faut rétablir l'énergie, puis ça, il ne faut pas la perdre, donc c'est pour ça qu'on se garde une petite marge de plus. Mais, attention, il y a un mais pour le Boeing 737 nouvelle génération avec l'auto-throttle. En gros, les corrections qu'on fait sur le Boeing 737-200, tout ça à cause des vents, c'est que si jamais vous mettez, exemple, un plus 10 à votre vitesse, VRF plus 10, puis que là, vous poignez une gosse, là, elle va descendre à VRF, mais il ne faut pas descendre en bas de VRF, puis le temps qu'on corrige, oups, ça va revenir, mais il ne faut jamais descendre en bas de VRF. Donc, il y a comme un certain gap qu'on se met dans nos poches pour être certain de ne pas tomber en low energy, c'est la raison. Et avec l'auto-throttle qui est très précis, lui, il ne veut pas descendre en bas de plus 3, plus 4 nœuds. Donc, aussitôt qu'il voit il l'anticipe, il va rajouter de la puissance, il va l'enlever, il va vraiment bien réagir, on le voit vraiment bien travailler en situation de gosse. Et comme vous le savez, les rafales, ils sont annoncés, mais c'est pas toujours exactement comme ça. Des fois, c'est pire, des fois, c'est moins. Donc là, ça va prendre un pilote derrière le yoke. C'est beau corriger, mais il faut quand même comprendre. Donc, quand on est sur notre approche, qu'on voit les variations, on est capable de l'anticiper parce que des fois, il y a des gosses qui affectent énormément la puissance et la vitesse de notre avion. D'autres fois, on s'en rend même pas compte. Des fois aussi, ils vont affecter l'avion un peu plus proche de la piste, donc c'est à nous de réagir et de corriger en conséquence. Si ta vitesse varie un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de la vitesse que tu avais planifiée, mais qui ne va pas en bas de VRF, c'est correct. Tu n'as pas de problème avec ça. Tu peux continuer comme ça. Mais si par mégarde, tu vois que, avec les rafales, ta vitesse, ça va descendre légèrement en bas de VRF. Si elle descend, exemple, de 2-3 nœuds, remonte ta command speed, celle-là que tu avais planifiée, de 2-3 nœuds. N'oubliez pas que c'est pas la vitesse que vous avez planifiée, exemple plus 5 ou plus 7 ou plus 8 qui est importante. C'est de ne jamais, au grand jamais, descendre en bas de ta VRF durant l'approche. C'est vraiment important. Donc, c'est sur cette vitesse-là qu'on se base. Ça, il faut que ça soit clair. Et si vous êtes attentif et vous voyez, exemple, des vents de 15 rafales 25, il faudrait monter de 5 plus 10, donc 15 nœuds, mais que vous jugez que la rafale, non, elle n'est pas si violente que ça, là, vous pouvez l'ajuster à la baisse. C'est vraiment à vous de prendre cette décision. Puis ça, c'est clair. Avec l'auto-throttle, aucun problème. Donc, c'est des chiffres. Il faut être capable quand même de lire autour de ça et de bien le comprendre. On ne descend jamais sous VRF, mais si c'est le cas, augmentez un peu votre target speed. Et puis à partir de là, ça va bien fonctionner pour votre vitesse d'approche. On ne descendra jamais. Donc les gosses vont s'ajuster avec ça. N'oubliez pas qu'il est très important de ne pas avoir trop d'énergie. On veut tranquillement la perdre, cette énergie-là, en jet, parce qu'on n'a pas d'hélice. Les revers ne sont pas vraiment efficaces. Tout se passe en règle générale avec le freinage. Donc c'est les freins qui vont arrêter l'avion. Si vous avez plus d'énergie, ça va prendre plus d'énergie pour freiner l'avion. Plus de pistes par conséquence. Alors oui, nous avons le papier, mais il ne faut pas oublier le gros bon sens.
Alors, si on revient à l'atterrissage, donc on arrive avec notre approche, et c'est important de ne pas avoir trop d'énergie. Et n'oubliez pas que nos performances, tous nos calculs qui sont faits avec l'OPT, eh bien, sont faits sur le carré blanc. Sont faits par rapport au carré blanc. On va se poser là, donc entre 500 et 1100 pieds du début de la piste. Donc, si on dépasse ça, on est rendu un pilote qui va gruger dans nos calculs. Si vous avez calculé que sur une piste de 6000 pieds en mettant auto break 3, ça va vous prendre 5000 pieds. Mais si vous dépassez le 1100 pieds, là, la fin du carré blanc, bien là, vous vous êtes rendu dans votre... si vous avez 5000 pieds de calcul, ça va être rendu 5002, 3, 4, on se rapproche du 6000 pieds. Si votre piste est contaminée, c'est encore pire. Donc, les carrés blancs, c'est vraiment l'objectif pour mettre en application vos calculs, ce que vous avez calculé dans votre OPT. Alors, avec tout ce qu'on a parlé depuis le début, voici la technique pour arriver au bon endroit. Alors, lorsque nous passons au-dessus de la piste à 50 pieds, l'idéal, ce serait d'être entre vitesse d'approche et VRF. Là, il y en a beaucoup des fois qui disent « Oh, il faut vraiment que je sois à vitesse d'approche à 50 pieds. » Mais en réalité, non, pas de problème. L'idéal, c'est vraiment entre vitesse d'approche et VRF. Et là, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut être stabilisé, tout ça. Là, on est rendu en 2026. Pas besoin de répéter ça. On fait plus d'approche de clown. On fait des approches stabilisées, 3 degrés, et puis on arrive à 50 pieds stabilisé. C'est important. Alors par la suite, entre 50 pieds et le point de toucher, le but c'est de créer un déficit d'énergie. C'est pas de rajouter de l'énergie, mais créer un manque d'énergie progressif. Alors lorsque nous passons 50 pieds avec le train d'atterrissage sorti, le but c'est d'être à vitesse d'approche ou moins, mais pas en bas de VRF, et de tranquillement réduire la vitesse. Donc à quelque part entre 50 pieds, là, on parlait d'entre 20 et 30 pieds, on réduit la puissance. On peut commencer si on a trop de puissance. Si on n'a pas assez, on peut la garder. Ça, c'est juste du gros bon sens. Mais le but, c'est de ne pas en rajouter pour réaccélérer. On veut vraiment tranquillement réduire, justement, l'énergie de cet avion. Le jet, surtout le Boeing 737-800 de nouvelle génération, il y a des ailes, il flotte, il vole vraiment. Il veut voler, beaucoup plus qu'un Boeing 737-200, 300. C'est vraiment un avion qui flotte énormément. Puis même à Idle, à côté Idle, les Thrust Lever Idle, il génère de l'énergie encore. Fait qu'il ne faut pas l'oublier, on n'a pas d'hélice pour nous freiner. Il génère de l'énergie. Donc, si vous réduisez la vitesse tranquillement jusqu'à VRF et que vous coupez à 20-30 pieds, close, là, automatiquement, en faisant justement votre check, là, vous allez lever le nez de 2-3 degrés, vous allez perdre cette vitesse qui va vous rester. Vous allez tomber à VRF jusqu'à VRF-5, puis ça serait vraiment le range de vitesse idéal pour aller justement hold, puis on touche. Et aussitôt qu'on touche, eh bien, on va sortir les reverseurs. Ça va prendre quelques secondes, il faut être patient. C'est pas aussi rapide que d'autres avions, fait qu'on l'accote, puis à un moment donné, ils vont débarrer, cloc, ils vont ouvrir les reverseurs. Puis là, les pilotes qui arrivent du Boeing 737-200, soyez relax parce que ça prend un certain temps. Ça peut prendre jusqu'à 3 secondes avant que ça sorte. Puis la manière de le voir, c'est dans votre écran, ça va être en jaune, reverseur en jaune. Puis à un moment donné, ils vont tomber en vert. De toute façon, le pilote monitoring va l'appeler. Donc, speed breaks up, reverseur, normal. Ça prend un certain temps avant de dire normal, puis c'est là qu'ils vont débarrer, ils vont devenir verts, ils vont pouvoir être utilisés. Donc, on apporte l'avion sur la piste, bien important. Quand on touche, c'est pas terminé. On s'assure d'être droit, on s'assure que la roue de nez, on va la déposer. Oh, à partir de ce moment-là, le freinage automatique va fonctionner, les speed brakes vont monter. Nous autres, on s'apprête à mettre les reverse, c'est en vert, cloc, c'est débarré, puis on met les reverse progressivement. Mais les autobreaks aussi sont très importants à vérifier. Il faut vraiment que la lumière soit éteinte. Si la lumière s'allume en jaune, oups, les autobreaks ne fonctionneront pas. On va le sentir de toute façon, c'est là qu'on pourra y aller manuellement, mais il fonctionne très bien sur le 737-800 jusqu'à temps qu'il ne fonctionne pas, donc on reste quand même prudent de ce côté-là. Puis là, je vais insister sur une chose, le fameux 50 pieds, là, si vous êtes à vitesse d'approche, tant mieux, mais si vous êtes à vitesse d'approche plus 5, c'est pas la fin du monde. Vous aurez juste à réduire un peu d'avance vos thrust levers. Puis si vous êtes à vitesse d'approche moins 5, vous pouvez attendre avant justement la réduction. C'est à vous d'être pilote et de gérer ça. Il y a la théorie, mais il y a la pratique aussi. Il y a la réalité. Donc, on est des pilotes, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est à nous de gérer ça, cette énergie-là à 50 pieds. Quand on regarde un peu la position de l'avion, les rafales, la vitesse, est-ce qu'on est en perte d'énergie ou en surplus? Une chose est sûre, vous allez ajuster la réduction de vos thrust levers selon vos conditions.
Mais il faut garder dans l'esprit que on apporte l'avion sur la piste jusqu'à une vitesse de VRF. Donc, si on sent que la vitesse augmente, c'est à nous autres de réduire. Si on sent qu'elle diminue, c'est à nous autres de la garder un petit peu plus longtemps. Mais il faut quand même avoir un déficit d'énergie. Puis c'est ça qui va faire que quand vous allez chercher votre target de 2-3 degrés, bien là, vous allez prendre moins de pistes si vous avez moins d'énergie. Donc, en résumé, les 5 cases à remplir, la première, c'est d'être à 50 pieds, sur la bonne pente, à la bonne vitesse. Et ce 50 pieds, fait partie de la décision de quand est-ce qu'on commence à créer un déficit d'énergie, qu'on coupe le thrust lever progressivement. Ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ça va être à notre discrétion. Ensuite, nous avons le check. Donc, on va initier notre fameux flare, 2-3 degrés par rapport à ce qu'on avait comme angle. L'idéal, c'est de toucher par la suite entre VRF et VRF-5 sur le carré blanc. Ensuite, on s'assure de déposer la roue de nez. Le freinage fonctionne bien, les speed brakes sont montés, les reverseurs sont enclenchés. Et par la suite, tout ce qui reste, c'est les fameuses conditions de piste. On n'en a pas parlé encore, mais ça se règle avant la descente. On vérifie bien nos conditions de piste pour les entrer dans notre OPT et s'assurer que ce qui est en train de se passer, c'est la réalité. Si vous êtes en course finale, puis là, il y a un orage, puis il y a plein d'eau, attention, refaites vos calculs, prenez votre temps. Vous pouvez juste rester dans un circuit d'attente en attendant. Aucun stress, mais précipitez-vous pas parce que n'oubliez pas que c'est le freinage qui va régler tout ça. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais revenir sur un petit point qui est, on va se le dire, super important. Imagine, tu es en finale et tu arrives au-dessus des fameux carrés blancs, le aiming point. Et là, tu sens que ça va flotter un peu trop, que tu n'auras pas la bonne énergie ou que tu vas toucher trop loin. Des fois, ils vendent pas, puis ça peut être très difficile à atteindre. N'essaie surtout pas de forcer l'atterrissage sur le carré blanc. Ça pourrait faire un rebond non voulu, puis c'est là que tu peux accrocher la queue. On veut pas ça. Et si tu flottes trop longtemps, tu peux te retrouver au bout de la piste, puis ça peut très mal finir. Rappelez-vous, vous êtes des pilotes avant tout. Et si votre instinct vous dit que y a quelque chose qui cloche, que tu vas dépasser tes limites ou celles de l'avion, il faut faire une remontée. N'hésitez jamais à effectuer une remontée. Certaines compagnies sont très strictes. No hesitation, go around. D'autres te disent, si tes calculs de performance sont bons et que tu sais que même en atterrissant un peu plus long, tu vas t'arrêter avant la fin de la piste, tu peux continuer. Et ça dépend des SOP de ta compagnie et le jugement avant tout. Et quand tu décides de faire une remontée sur le Boeing 737 nouvelle génération, on dit go round flap cette cross du côté d'Airinoid. Habituellement, c'est go round flaps, on dit le nombre de flaps qu'on veut. Exemple, flaps 15 si on est sur 2 moteurs ou flaps 1 si on est sur un moteur. Et les volets remontent tout de suite à la configuration remontée. Mais attention, parce que si c'est un bark landing, c'est pas la même chose. Tu as déjà touché la piste, tu es en low energy, puis là tu repars. Donc, attention, ne remonte pas les flaps tout de suite. Ça peut être un réflexe pas tellement commode lorsqu'on fait une remontée puis qu'on vient de toucher. Garde ta configuration atterrissage flaps 30 ou 40, le temps de devenir en vol, d'avoir un taux de montée positif puis d'être clair d'obstacles. Rétracter trop tôt quand t'es bas et lent, ça peut te faire enfoncer puis là ça peut être extrêmement dangereux. Et une fois que tu as de la marge, là tu passes à flaps 15 puis tu continues la procédure normale. Et une petite astuce que les mécaniciens adorent, c'est qu'après l'atterrissage, tu peux aller voir dans l'ACMS ou Alpha Menu le code VGTD. Et ça te donne les G verticaux au toucher des roues ou vertical G au touchdown. Et selon ce que j'ai sorti, moins de 1,5 G, c'est un atterrissage doux normal. Entre 1,6 et 1,8 G, c'est ferme. Et plus de 2, c'est là que l'inspection pourrait être probable. Oh. Il y a aussi des chartes qui relient le taux de descente verticale juste avant le toucher avec ces valeurs. C'est pas 100% infaillible, mais tu sais un hard landing avant que l'avion le dise, mais c'est un excellent indicateur. N'oubliez pas qu'atterrir en sécurité, c'est avant tout une question de jugement, de calcul et de respect des limites. N'hésite jamais à faire une remontée si tu sens que ça ne fonctionnera pas. Et dans cette magnifique histoire qui dure seulement 4 secondes, beaucoup plus court que ma vidéo, n'oubliez pas que nous volons notre Boeing 737 nouvelle génération jusque sur la piste. Donc, tout se joue en 4 secondes. Pas de magie, juste une technique simple et précise. Check,
close hold. Un petit flair de 2-3 degrés, gaz idle, et tu tiens l'attitude et tu pilotes le nez jusqu'au sol et tu contrôles doucement la roue avant. Donc, n'oubliez pas la fameuse phrase de Boeing, « Fly it onto the runway ». Pilote cet avion jusqu'à la piste. C'est très important. 50, 30, 20, 10. Bref, j'espère que ça va vous aider à atterrir mieux cet avion. Et d'ici là, ben, fly safe. Commence system shutdown.